En tête de ma liste se trouve Shogun, un drame historique racontant l'histoire d'un marin anglais pris au piège dans le Japon féodal. Cette série est sortie si tôt dans l'année qu'elle a été noyée sous une avalanche de contenu, au point qu'on a presque oublié qu'elle faisait partie de 2024. Pourtant, elle a bien eu lieu, et c'était une série fantastique qui a traité le matériel de base avec le respect qu'il méritait, contrairement à certaines autres séries dont je pourrais parler. Elle a offert de superbes performances de la part d'un casting talentueux, une production de qualité et une écriture globalement excellente. C'est un vrai plaisir de savoir qu'il existe encore des productions réfléchies et matures comme celle-ci, qui n'ont pas besoin de super-héros, de costumes moulants ou d'effets spéciaux exagérés pour captiver le public. Bravo Shogun. Quand j'y pense maintenant, c'était l'une des réussites les plus improbables de l'année. Une série dérivée sur un personnage secondaire d'un film Batman peu apprécié, mettant en vedette Colin Farrell sous une tonne de prothèses, qui semblait être juste une énième série de super-héros vouée à l'oubli. Mais au lieu de ça, elle s'est révélée être un drame criminel solide, violent et mature, avec des personnages complexes et captivants, des performances exceptionnelles de tout le casting, et quasiment aucune connexion avec l'univers des super-héros. Le scénario vous pousse doucement à éprouver de l'empathie pour le personnage du pingouin avant de vous asséner un coup de poing en fin de série, un twist qui vous marquera bien après le générique. En troisième position, un film que la plupart d'entre vous n'ont probablement jamais entendu parler, mais qui mérite vraiment d'être vu, One Life, un petit film britannique sans prétention sorti en début d'année avec Anthony Hopkins dans le rôle d'un vieil homme ayant aidé des enfants juifs à fuir l'occupation nazie de la Tchécoslovaquie, mais n'ayant été reconnu que bien plus tard pour ses actions. Ce n'est pas souvent qu'un film parvient à émouvoir un cynique comme moi, mais One Life y est parvenu avec facilité. Ce film rappelle qu'il y a encore de bonnes personnes dans ce monde, et que même dans les pires moments de l'humanité, il existe des individus capables de faire le bien. En quatrième position, je place Dune, Partout, une épopée de science-fiction de Denis Villeneuve qui a prouvé qu'il était possible de faire une adaptation cinématographique de l'œuvre classique de Frank Herbert. Visuellement époustouflant mais émotionnellement distant, avec un casting d'une envergure rare aujourd'hui, ce film marque un jalon important pour le cinéma de science-fiction. Il montre que des films plus intelligents et matures peuvent encore trouver un large public. Et enfin, ce dernier n'est ni un film ni une série, mais un court-métrage intitulé Star Trek Unification. C'est en réalité un court de 7 minutes, sans dialogue, qui utilise une combinaison d'images réelles et de masques numériques pour recréer les personnages de Kirk et Spock tels qu'ils étaient il y a 30 ans. Poignant, émouvant et magnifiquement filmé, ce court-métrage offre aux fans de Star Trek un ultime adieu à leurs deux personnages favoris. Il prouve à quel point une simple expression peut véhiculer beaucoup et met en lumière tout le potentiel de cette technologie, à condition qu'elle soit utilisée correctement. Surtout à une époque où l'essence même de Star Trek a été défigurée sous une tonne de productions médiocres. Et je ne suis pas trop fier de l'admettre, mais j'ai probablement versé une larme en le regardant. Voilà donc pour mes meilleurs choix de l'année. Maintenant, jetons un coup d'œil au pire, et waouh! Limiter cette liste à seulement 5 films a été un véritable défi, mais il y en a quelques-uns qui méritent vraiment leur place. En tête de liste, Madame Web, un film de super-héros de Sony dans son univers Spider-Man avorté, tellement ridicule que même les acteurs en ont rigolé. C'était probablement la meilleure décision pour leur carrière, étant donné que le film avait des dialogues catastrophiques, des performances déplorables, une réalisation affligeante et un scénario pitoyable. Il était tellement mauvais que même les médias partisans n'ont pas pu le défendre. Ironiquement, l'échec retentissant de ce film a permis à Sydney Sweeney de connaître un succès fulgurant. Mais franchement, le film était tellement moqué qu'il est devenu un point de ralliement pour beaucoup, comme une sorte de catharsis collective. Ce film n'aurait jamais pu être mieux, et c'est ce qui le rendait presque inoffensif. Ensuite, Joker 2, un film qui pourrait être décrit comme anti-divertissement. C'est un film fait par des gens qui détestent activement le premier Joker et son personnage principal, et qui par extension détestent aussi tous ceux qui ont apprécié le film. C'est une déconstruction prétentieuse et ennuyeuse du premier Joker, avec des séquences musicales inutiles et cringe. Un film qui semble conçu uniquement par dépit. Si vous pensiez qu'Arthur Fleck était un anti-héros avec une raison d'agir, eh bien vous n'avez visiblement pas compris le message du premier film. Et au final, c'est le studio qui a été puni, puisque Joker 2 est devenu l'un des plus grands échecs critiques et commerciaux de l'année. Donc franchement, Warner Bros. En troisième position, Borderlands, une adaptation ratée d'un jeu vidéo. Est-ce que vous voulez voir un jeu de tir en première personne, cartoonisé, transformé en un film confus avec de l'action molle, un scénario incohérent, un casting de personnes âgées et une actrice principale bien trop vieille pour son rôle? Moi non plus. Apparemment. Et c'est probablement pour ça que le film a rapporté seulement 33 millions de dollars pour un budget de 120 millions. C'était un véritable calvaire à regarder, et chaque minute m'a laissé me demander pourquoi ce film existait.
En quatrième position, The Crow, probablement le reboot le plus indésirable de l'année. Ce film n'était qu'une version sans âme et interminable d'une franchise qui avait parfaitement fonctionné dans les années 90 avec Brandon Lee. Cette version était déprimante, ennuyeuse et monotone, et je me suis senti comme un prisonnier libéré après l'avoir vu. C'était une expérience terriblement longue et déprimante qui a duré trop longtemps, sans jamais offrir quoi que ce soit de satisfaisant. Et enfin, le sommet de la montagne de la merde, The Acolyte. Power of one, the power of two, the power of many. Ce projet est la quintessence de la mauvaise conception, écrit par des gens sans talent ni compréhension de Star Wars, dont le seul objectif semble être de promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion à tout prix. Ce projet de 250 millions de dollars est une vanity project dirigée par une réalisatrice qui considère le divertissement comme sa séance de thérapie personnelle, soutenue par un studio déterminé à ruiner ses propres franchises. La réaction du public a été tellement violente que Disney a dû promettre de ne plus jamais produire de projets similaires. Il n'y a qu'une chose de bonne à dire à propos de The Acolyte, c'est qu'il a probablement lancé plus de carrières de critiques de films en ligne que The Last Jedi. Voilà donc pour les pires films de 2024. Mais avant de conclure, jetons un coup d'œil à mes plus grandes déceptions de l'année. Ces films et séries que j'avais hâte de voir mais qui n'ont pas répondu à mes attentes. En tête, Gladiator 2, un séquel totalement inutile, préoccupé à rendre hommage à l'original, mais qui finit par raconter la même histoire, en moins bien. Les performances, les personnages, le scénario et la photographie sont tous bien en deçà du premier film. C'est un film trop gonflé et pompeux, dont la fin n'a aucun sens, et qui démontre que Ridley Scott n'est plus vraiment dans le coup. En deuxième position, House of the Dragon saison 2. J'avais adoré la première saison, mais cette nouvelle saison m'a de plus en plus déçu. Le personnage de King Viserys, qui portait la saison précédente émotionnellement, manque terriblement, et on se retrouve avec un tas de personnages de plus en plus détestables qui ne donnent plus aucune raison de les soutenir. En troisième position, Alien Romulus. Ce film semblait être un retour aux sources de la saga Alien, mais il a fini par sombrer dans une série de clins d'œil et de recyclage d'idées sans intérêt. Le résultat est une déception totale. En quatrième, Argylle, un film qui aurait dû profiter d'un excellent casting et d'une idée prometteuse, mais qui s'est révélé être une énorme déception. Le film était long et ennuyeux, et même les acteurs n'ont pas pu sauver ce qui était fondamentalement un échec. Et enfin, Arcane saison 2. La première saison m'avait énormément impressionné, mais cette suite a été une grande déception. Les personnages ont changé de manière incohérente, l'intrigue s'est embrouillée et le tout s'est terminé dans un rush qui m'a laissé complètement perdu. Voilà donc mon bilan de l'année 2024. Je ne sais pas ce que 2025 nous réserve, mais une chose est sûre, je serai là pour essayer d'en faire sens. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, filez maintenant.